voudrais savoir, est-ce que vous pensez qu'on peut faire face au paradoxe qui est qu'on vit dans un système compétitif globalisé, qui fait que le premier pays ou celui qui décide de volontairement décroître ou baisser son emprise sur le monde serait condamné à une chute. Est-ce que vous pensez que c'est possible de faire face à ça? Est-ce que vous pensez que c'est possible aussi de la planification est réaliste? Parce qu'il y a beaucoup d'exemples qui montrent que finalement le système mondial est tellement complexe que même une planification a très peu souvent les effets escomptés. Et est-ce que vous, si vous êtes au courant peut-être des travaux de Theodor Kaczynski, est-ce que vous pensez comme lui qu'une révolution qui serait dirigée contre la technologie pourrait éventuellement nous éviter une issue catastrophique, c'est-à-dire aller irrémédiablement, dû à ce système compétitif généralisé, vers une destruction totale des écosystèmes, donc de la vie humaine et non humaine? Alors, la réponse à la dernière question est directement non. Vous ne pouvez pas faire une révolution contre le fait que les hommes aiment chercher. Ce qu'on a coutume d'appeler les progrès technologiques, c'est juste le reflet du fait que les gens aiment chercher. Il y a un philosophe, je ne sais plus lequel, je me demande, c'est pas Hans Jonas, qui a dit « tout ce que nous pouvons, nous le ferons ». Et en fait, c'est une manière de dire on est constamment en train de se demander ce qu'on pourrait faire d'autre que ce qu'on fait déjà. On est câblé comme ça, donc ça, vous empêcherez pas. Par contre, ce qu'on peut empêcher, c'est que tout développement technologique, quel qu'il soit fait d'abord et qu'on se pose ensuite la question de savoir si c'était une bonne idée. Donc, c'est-à-dire que vous pouvez encadrer le truc. Et la seule manière d'encadrer les recherches, c'est par l'éthique et la morale. Il n'y a pas deux autres manières. Ce qui veut dire que les problèmes que je viens d'évoquer, et c'est un des fondateurs de Paris Dauphine qui m'a dit ça un jour, il s'appelle Ivar Ekland, qui est un Norvégien, qui a été un des présidents de l'université, qui est un mathématicien norvégien brillant, et qui a dit « Jamais nous ne résoudrons le problème », donc ça va rebondir sur votre première question, « Jamais nous ne résoudrons le problème du changement climatique en faisant un problème économique, il faut que ça devienne un problème éthique. » Dit autrement, vous ne vous mettez pas les doigts dans le nez quand vous êtes invité chez votre belle-mère, pas parce que vous n'êtes pas capable d'en payer le prix, juste parce que ça ne se fait pas. Et du reste, vous ne lui mettez pas non plus un ramponneau, même si elle dit des trucs qui vous énervent. Ça ne se fait pas. D'accord ? Il n'y a pas un prix pour ça. Eh bien, en ce qui concerne le changement climatique, c'est exactement pareil, c'est-à-dire que tant qu'il y a un prix pour ça, en fait, on est à côté de la plaque, il faut qu'on considère que ça ne se fait pas. Point. Vous comprenez ce que je veux dire ? Oui. C'est mal. Voilà. Définition du bien et du mal. Bon. Vous pensez pouvoir réaliser ça sans l'usage de la force, par exemple ? Oui, parce que, sans l'usage de la force, sans l'usage de la contrainte, sûrement pas. Sans l'usage de la force au sens de est-ce qu'on en passera par des guerres avant ? J'espère que non, mais après, j'en sais rien. Mais sans l'usage de la contrainte, sûrement pas. Sans l'usage de friction, sûrement pas. Après, il faut se méfier. Historiquement, les révolutions, quand elles sont bien faites, la situation après n'est pas nécessairement mieux que la situation avant. Hein. Donc, quand même des bons vins de sang. Quand vous regardez les exemples britanniques et français sur l'abandon de la monarchie absolue ou les exemples américains et britanniques sur l'abandon de l'esclavage, vous vous rendez compte que la politique des petits pas, parfois, c'est mieux que la révolution. Mais voilà, parenthèse. Donc, pour en venir à ce que je disais, on ne peut pas résoudre ce problème en faisant un problème économique. Donc, ça renvoie à la première question qui est comment est-ce qu'on peut s'en sortir dans un monde dit ouvert ? Alors, on peut arrêter de dire que c'est important que le monde soit ouvert. Et personnellement, je pense que plus d'ouverture doit avoir une limite. C'est-à-dire qu'à un moment, vous vous dites, non, il y a une limite, on arrête de... Voilà, il y a des tas de domaines dans lesquels on considère qu'il y a des limites. Hein. Chez vous, c'est ouvert à un certain nombre de gens jusqu'au moment où il n'y a plus de quoi faire rentrer les gens. Donc il y a une limite. Il y a des limites partout dans le monde. Aujourd'hui, on est sur l'idée stupide venue de modèles économiques stupides qui disent plus c'est ouvert et mieux on va se porter. En fait, non. Plus c'est ouvert et plus on met de volatilité dans le système, sauf que tant que l'approvisionnement énergétique est croissant, là, on a un élément de résilience qui compense cette stabilité. À partir du moment où c'est ouvert sans énergie, alors là, je peux vous dire, ça va valdinguer sévère. Donc, c'est évident qu'il faut freiner aujourd'hui cette affaire-là. La construction européenne n'aurait jamais dû se faire avec une monnaie unique sans être capable de contrebalancer ce qui n'est plus possible, c'est-à-dire la dévaluation, avec des transferts sociaux. Donc on aurait dû dire aux Allemands, on veut bien de l'euro, mais vous payez pour les Grecs si jamais ils ont un problème.
Donc il faut vraiment mettre aujourd'hui des barrières au libre-échangisme tel qu'il est conçu. Maintenant, ça n'empêche pas la France de faire des choses de manière unilatérale dans un certain nombre de domaines. Je vais vous donner 2 exemples. On peut très bien aujourd'hui décider en France, nous autres Français, qu'on va s'occuper sérieusement de notre urbanisme, c'est-à-dire déconcentrer les grandes villes, rénover les bâtiments qui doivent survivre pour en faire des bâtiments adaptés à l'énergie et au climat de demain. Je n'ai pas besoin de savoir ce que vont faire les Chinois pour ça. Et j'ai d'autant moins besoin de savoir ce que vont faire les Chinois pour ça que de toute façon, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, on va progressivement, sur la durée de vie qui vous reste, manquer de pétrole, de gaz et des autres énergies en Europe. Enfin, les ENR ne compenseront pas ça. Donc de toute façon, on va avoir un problème pour l'énergie qui alimente le système, et donc il y a des mesures qu'on a intérêt à prendre, parce qu'il faut que le système fonctionne avec moins d'énergie. Bon. Donc ça, voilà un premier exemple. Et je me contrefous de savoir ce que fait Trump pour prendre cette décision-là. J'ai une deuxième décision que je peux prendre en France. Il se trouve qu'un tiers des camions qui circulent dans ce pays transportent un truc qui se mange. Un tiers. Donc la dépendance de votre alimentation au pétrole est absolument massive, parce que si je supprime les camions, vous crevez de faim. Je suis totalement incapable d'alimenter Paris tous les jours avec des trains et des charrettes à cheval. Je suis incapable de faire ça. D'accord ? Donc je supprime les camions, vous crevez de faim. Littéralement, moi aussi, il reste. Littéralement. Bon. Donc vous voyez bien que ça, je me contrefous de savoir ce que fait Trump dans un pays qui va avoir de moins en moins de pétrole pour me dire qu'il faut que je m'attaque au problème. Donc vous avez un certain nombre... donc en fait, il faut faire le tri. Il y a ce pourquoi je ne suis pas capable d'agir seul dans mon coin. Il y a des sujets qui sont de cette nature. Mais il y a 1 milliard de sujets pour lesquels je me contrefous de savoir ce que vont faire mes voisins, parce que de toute façon, moi j'ai un problème, et à la limite, plus vite ils tapent dans les stocks de pétrole restants, et plus vite moi j'aurai un problème. Et le dernier truc que je vais dire, c'est que l'homme est un animal mimétique. J'ai été élevé par mes parents par mimétisme. C'est-à-dire qu'une partie des trucs, ils me l'ont dit, puis une partie des trucs, ils l'ont juste fait devant moi, et j'ai fait pareil. Par exemple, j'ai appris à parler de cette manière. D'accord ? Je n'ai pas été à l'école pour apprendre à parler, j'ai entendu mes parents parler, puis j'ai fait la même chose. Je ne crois pas une seule seconde au fait que si les Français commencent à faire des trucs intelligents, et soit dit en passant, on ne sera pas les seuls, même si on est les plus intelligents au monde, à faire des trucs intelligents, je ne crois pas une seule seconde que les autres ne vont pas faire pareil à un moment. J'y crois pas une seconde. Donc, on a imité les Américains pour tout un tas de trucs cons. Je ne vois vraiment pas pourquoi le reste du monde ne pourrait pas imiter les gens qui font des trucs intelligents. Je ne vois vraiment pas. Donc l'argument qui consiste à dire on va être les seuls à s'agiter dans notre coin, j'y crois pas une seconde. Parce que la nature humaine est une nature mimétique, voire moutonnière, dans un certain nombre de cas de figure. C'est bien pour ça qu'il y a des effets de mode.